Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, très bon réveil, excellente matinée en notre compagnie. Nous serons ensemble avec différents invités et surtout, nous aurons le plaisir d'avoir nos rubriques. Alors, les rubriques habituelles que vous avez donc coutume de retrouver, ce sont donc les rubriques littérature, la rubrique littérature avec Jawdet Gassouma. Et aujourd'hui, il fera un gros plan sur le poète et surtout l'auteur Rachid Mimouni, Allah yarhamou. Il nous a quittés trop tôt. En tout cas, il dressera son parcours et il nous invitera aussi à introduire sa littérature. Nous aurons également Nassiba Jaïdir dans sa rubrique Mosaïque. Aujourd'hui, elle invitera donc Lies El Mehdaoui, un artiste pas des moindres. En tout cas, il viendra nous parler de sa belle exposition. Il nous parlera aussi dans son univers pictural. Et puis, on aura aussi Fla Abras dans sa rubrique Pédagogie. Aujourd'hui, elle parlera donc de l'entrée aussi à l'école des trisomiques et des autistes, des enfants qui ont donc besoin d'une attention particulière. Elle nous en dira plus tout à l'heure. Et puis, on aura plusieurs invités, à savoir Besma Belbejaoui, qui elle est fondatrice et la présidente de la fondation Synergie. Elle a tout donné, en tout cas elle a beaucoup d'énergie pour le recyclage du plastique. C'est en tout cas son cheval de bataille en ce moment même. Elle va nous en parler en détail tout à l'heure sur notre plateau. Et on aura aussi Abdelkader Bendamej qui sera sur notre plateau, le directeur de l'agence de rayonnement culturel d'Alger. Il viendra nous parler du regretté Hamdi Bennani. Et oui, la culture est en deuil encore une fois. Nous ne cessons pas de lire les commentaires, toujours en hommage à Hamdi Bennani qui nous a quittés bien trop tôt en laissant en tout cas une large discographie et surtout un parcours impeccable. Nous allons en parler avec lui tout à l'heure sur ce plateau. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez passer un beau moment en notre compagnie, comme d'habitude, je l'espère en tout cas. Et on va commencer avec les nouvelles du ciel présentées par Amel Haribi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Amel Haribi, bonjour. Bonjour Amel. Vous êtes encore en manche courte? Oui. C'est qu'il fait chaud. Il va faire chaud. Parfait, on vous écoute. Merci Amel. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, le temps sera plutôt humide aujourd'hui sur les régions de l'ouest et le centre avec de la brume pour cette matinée, des nuages bas près des côtes ouest et centre. Puis le ciel deviendra le plus souvent voilé vers ces régions, mais se dégagera progressivement en après-midi près des côtes. À noter quelques pluies par contre orageuses vers l'intérieur ouest et centre. Par contre, sur les régions de l'Est, on aura un ciel voilé et pré-orageux avec des averses cette fois-ci vers l'intérieur où Météo Algérie a émis une vigilance jaune pour ces wilayas. La moitié sud, le ciel restera partiellement voilé avec des foyers orageux sur la Saoura, le Nord Sahara et les oasis pouvant donner quelques pluies durant la journée. Ailleurs, le soleil sera bel et bien présent sur l'extrême sud, le Sahara central, le Ghar Tassili et le Sahara oriental. Et à noter des soulèvements de sable cette fois-ci vers les oasis et le Sahara oriental. Les températures. L'après-midi, eh bien, Météo Algérie a prévu un maximum de 33 degrés du côté de Relizane, Tizi Ouzou, 31 à Alger, 30 à Oran, 27 à Annaba, également en Batna, 26 à Al-Bayt, 25 Djelfa. Au sud, 34 degrés, Tamanrasset et Janet, 30 à Biskra, 32 Gardaya, 37 à Béchar, 44 le maximum à Drarin Salah, en passant par les 43 degrés Tindouf, Bodj Beji Mokhtar et In Gazam. Eh bien, la mer pour aujourd'hui, on aura une mer plutôt calme sur pratiquement l'ensemble des régions côtières avec des vents qui vont souffler entre 10 et 20 km/h. Et comme toujours, on va faire un petit voyage du côté de l'Europe cette fois-ci où le ciel se montrera plutôt passagèrement nuageux. Quelques nuages mais vraiment passagers sur Moscou, également Istanbul, Madrid, plutôt nuageux à Lisbonne, des pluies orageuses par contre à Rome, mais le soleil sera bel et bien présent à Paris, Berlin et Kiev. Côté température, eh bien, on relèvera 24 degrés à Madrid et Lisbonne, 21 le minimum à Moscou, 27 Paris, également Vienne et Berlin, 26 à Rome et enfin 26 degrés à Londres et Istanbul. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Voilà, on retiendra qu'il fera 31 degrés sur Alger, donc avec un ciel couvert, voilé, voilà. Et puis bien sûr beaucoup d'humidité. Très très humide. Ça c'est désagréable. À peu près les 70%. C'est trop, hein. Ouais. Bon,
On essayera de faire mieux demain. On fera avec. Merci beaucoup Amel. C'est moi qui Bonne merci journée. Et puis également. on vous laisse repartir en musique comme à chaque fois. On vous dit bon Avec courage. plaisir. On vous retrouvera bien sûr avec grand plaisir à midi et 19h. Et puis on vous laisse repartir avec cette belle chanson du groupe Allons-y. Zahir. Vous aimez bien? J'aime bien, oui. Parfait. Alors, il chante Sbart Sbart. On se retrouve. Matin, donc de ce mercredi, nous avons le plaisir de ce mardi, nous avons le plaisir de retrouver Jawdet Gessouma comme chaque mardi, il ne faut pas l'oublier, c'est chaque mardi. Il est avec nous dans sa rubrique littérature aujourd'hui. Jawdet, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Parfait. Alors à chaque fois, vous nous faites donc le plaisir de nous parler de nos auteurs algériens et pas que, parce que grâce à cela, on revisite aussi tout leur parcours et puis les interactions entre d'autres auteurs du monde entier. Rachid Mimouni, c'est un auteur qui nous a quittés bientôt. Oui, il est parti trop tôt. 49 ans, c'était vraiment un choc. Alors qu'il était à l'apogée de sa carrière. Il était à l'apogée de sa carrière, effectivement, sur une dizaine de livres. Et je pense qu'il aurait pu donner encore plus. Ouais. Mais les aléas de la vie étant ce qu'ils sont, et il est parti trop tôt. Et je pense qu'il est parti triste. Triste, torturé d'ailleurs. Torturé, voilà. Et je pense que c'est ça qui a agi sur sa santé. Il y a eu une sorte d'exil en 93, et donc après la disparition de Tahar Djaoud. Ouais. C'était un ami, oui, proche. Un ami proche, et c'était dans la même, ils étaient dans la même optique. Ouais, ils parlaient beaucoup. Même si Djaoud était plus jeune, mais c'était dans la même optique. Et Rachid Mimouni était un contrepoint de ce qu'on avait dit il y a quelque temps sur Ben Hdouka. Donc Rachid Mimouni vient à peu près une vingtaine d'années après. Et donc il a un contrepoint. C'est comme s'il achevait un peu
l'œuvre où il continuait l'œuvre de Ben Haddouga. C'est ce Ben que Haddouga a vécu de l'intérieur des choses et Mimouni, par ricochet, a vécu ces choses-là. Exactement. Et donc, il pratiquait, Mimouni, une écriture très réaliste, ancrée dans le réel le plus prégnant. De l'actualité. Hein. De l'actualité. Très Et en même imprégné. temps, de ce résultat un peu de cette post-colonisation C'est ça. qui n'a pas été un long chemin tranquille, un long fleuve tranquille. Voilà, d'ailleurs, il va créer après le fleuve détourné sur ça, où il va se poser tous ces questionnements d'une manière très réaliste, mais en même temps dans ce qu'on appelle un peu le réalisme magique, c'est-à-dire un peu comme Garcia Marquez qui va évoquer une grande question historique à travers des petites pistes ou des îles comme ça sur lesquelles il va sauter à cloche-pied, où le magique, le surréaliste va prendre un peu le pas, comme si c'était pour un peu atténuer un peu ces effets de la réalité. Exactement. C'est Et un donc, auteur une contemporain. très belle écriture, oui. Et lui, finalement, il vient d'un milieu modeste. Il a fait des études Il a été de techniques, plein on va dire. pied, justement, dans cette pauvreté, une famille très pauvre. Il a eu beaucoup de problèmes de santé quand il était enfant. Et comme Djaoud qui a fait mathématiques, on va avoir Mimouni qui va faire sciences financières, qui va enseigner commercial, il va enseigner à l'Institut du commerce, il va faire quelques études aussi au Canada, il va faire aussi des études en sciences. Il a fait de brillantes études malgré ça. En sciences, oui, en sciences d'ailleurs, et il va être écrivain. Et par quel hasard il rencontre justement la plume et l'écriture? C'est pas un hasard. Il a toujours cette vision pragmatique des choses. Il a été, je pense que le fait qu'il soit scientifique dans le fondement de son être lui a permis d'observer les choses, d'avoir un regard pragmatique, prosaïque, qu'il va transfigurer. Ce regard prosaïque va lui servir à écrire. Il n'y a pas d'acte fondateur comme ça dans sa vie qui va faire de lui spécialement un écrivain. Depuis qu'il était enfant, il voulait raconter des choses. Donc ça, il aurait pu être sociologue. Hein, il aurait pu être sociologue. Il avait ce regard. Voilà, il aurait pu être sociologue. Et il a été d'ailleurs sociologue dans la forme littéraire qu'il a abordée. D'ailleurs, moi, Il a traité de plusieurs thèmes liés à la société algérienne. Oui, de toute façon, la bureaucratie, le harcèlement, la politique, l'indépendance, c'est-à-dire le post-colonial, parce que j'ai deux mots, moi, pour décrire cette période. Je parle d'indépendance et je parle de post-colonialisme. Post-indépendance ou post-colonialisme, parce que c'est des résultats. Nous continuons à vivre un peu les affres de ce post-colonialisme. Justement, c'est 132 ans de colonisation, de choses très violentes, de souffrances, ne peuvent pas être comme ça dissoutes du jour au lendemain. Exactement. Il y a tout un processus de débriefing, si vous voulez, et de réparation. Et de réparation. C'est dur. La parole, le retour à la parole, la verbalisation, l'oralisation, même à travers les écrits comme ceux de Mimouni ou de Ben Haddouga, Mohamed Dib, toutes ces aliénations, et prochainement on le verra avec aussi Assia Djebbar, avec Maïssa Bey aussi, qui sont des écritures pas centrées, auto-centrées, c'est la différence entre la littérature algérienne et la littérature, par exemple, française, où il y a une écriture très auto-centrée. L'écrivain algérien est plus, paradoxalement, il est plus ouvert justement vers l'humanité en général. Alors, on va voir un premier extrait que vous avez choisi. Alors, ce qui est formidable dans cette rubrique, c'est que grâce à vous, on arrive à voir ces auteurs qu'on ne connaît pas forcément, qu'on n'a pas l'habitude d'écouter, de voir. Ce n'est pas encore que ça permettra à la jeune génération de les connaître. Alors, on y va avec ce premier extrait. C'est une émission télé réalisée donc, avec Amin Zaoui, animée par Amin Zaoui, et ce qui s'appelait Aqouès, et il recevait justement Mimouni, Rachid Mimouni. On regarde. للإنتاج الثقافي تاعنا
يعني حبينا هذا الانتاج الناس البلدان الاجنبيه تستعرف به لازمنا احنا اولا نستعرفوا به. Si on continue à le négliger comme ça, qui va accorder de l'importance à quelque chose que nous-mêmes nous négligeons. أنا دائما نكتب باليد في الكاغط ولازم ستيلو عنده نوع معين لازم يكتب شويه خشين ولازم الكاغط ثاني يكون شويه ان بو ايبي ان بابي بوفار هكذا هو يعني الشيء اللي يناسبني في الكتابه هذا. الو شريت ماشينا يعني مليح كي تحاول تغير وتعاود تراجع النص هكذا. ولكن لحد الان مازالني نكتب اولا في الكاغط بيدي والنهار نشوف بلي النص راهو قريب لاباس به ننقلوا للميكرو اورديناتور. Il va écrire. Ouais. Voilà, on a vu un bel extrait en tout cas où on le voyait s'exprimer autour de son écriture. La dimension humaine de Mimouni est très particulière. Par exemple, il était dans des grands jurys de littérature et vous allez lui poser des questions sur les auteurs. Là, il va vous dire j'ai une très belle chambre. Il avait cette vision très modeste et très... avant, on ne comprenait pas, mais après, on a compris que c'est justement... c'est une sorte d'exercice de la modestie qu'il avait tout le temps. Et ça se transmet dans ses livres, dans son écriture. Tombeza, c'est l'histoire d'un personnage issu d'un viol, issu d'une effraction sur l'histoire. Et c'est terrible cette dimension humaine qu'il décrit d'une manière. Et je pense qu'il n'avait pas fait ça de l'intérieur. Il n'aurait pas, c'est-à-dire que lui, c'était de l'observation participante. C'est pour ça qu'on dit qu'il aurait pu être anthropologue ou sociologue. Mais il a transcrit tout cet univers. Et aujourd'hui, Rachid Mimouni est un corpus. Parce que même... dans, par exemple, l'honneur de la tribu, il intègre le mythe, le mythe sociologique, le mythe. Et le mythe, la mythologie, n'oublions pas que quand vous étudiez la mythologie en général, la mythologie remplit des vides. Et donc lui, il avait compris, à travers le patriarche qui fait un récit mythique, mythologique dans l'honneur de la tribu, paru en 89, il décrit justement comment se réapproprier le mythe pour remplir nos vides, alors que l'histoire, on ne l'a pas encore su bien l'écrire. Tout à fait. Et c'est terrible. Oui, il avait l'œil aguerri, cet observateur né, puisqu'il l'avait observé dans Tombeza. Notre journaliste Fali El Hamdi est parti à Boudoué, a rencontré ce personnage qui a été très bien décrit, qui a inspiré. Donc, la réalité dépasse la fiction. Existe, voilà. Voilà. La réalité dépasse la fiction. Ça montre encore une fois toute cette grandeur, parce qu'il a été aussi, il a occupé le poste donc aussi à la culture. Il était très présent. Il était président de la fondation Kateb Yassine. Il a fait plein de choses. Il a même participé, il a même eu des prix, comme par exemple le Festival de Cannes, littérature et cinéma. Il a eu beaucoup de l'Académie française aussi, lui a donné un prix, lui a eu un prix. Donc c'est un personnage... J'ai lu sur quelques recherches qu'il était censuré en Algérie, toutes ces choses-là. Non. Ce qui est absolument faux. Non. Vu que nous l'avons... On en a déjà parlé dans Bonjour d'Algérie. Non, bien avant. De son vivant, il a toujours été... il a eu une carrière. Une carrière algérienne très forte. Même s'il a édité beaucoup chez Stock, par exemple. La plupart de ses romans sont édité chez Stock, mais il n'a jamais été, c'est-à-dire qu'il avait toujours une très bonne presse en Algérie. D'ailleurs, justement, ces réflexes justement d'avoir travaillé beaucoup sur l'actualité, sur la grande histoire et tout, justement faisait qu'il est encore très apprécié, c'est-à-dire tous ceux qui font littérature et reconnu par ses pairs, exactement, et tous ces auteurs aussi
connaissait son écriture et son travail. Voilà. C'était un grand ami aussi de beaucoup d'auteurs. Alors, Mohamed Dib, encore une fois, on va le voir s'exprimer cette fois-ci. C'est-à-dire le spectateur ne s'étonne pas si nous faisons souvent appel à Mohamed C'est Dib, des références parce aussi. que c'est une référence et en même temps, comme c'est le centenaire, et qu'avec cette célébration, nous faisons toujours un petit clin d'œil à Mohamed Dib. Et aussi sur le fait qu'il a été présent malgré le fait qu'il soit pas exilé, qu'il soit parti. Parce que lui-même n'a pas dit il était loin de son pays. Voilà, il était loin de son pays, mais tellement proche. Il était proche par rapport à ses pairs et ce qui est Tout à fait. Alors, ça s'est passé à Saint-Malo lors d'un café littéraire. Il y avait donc Mohamed Dib et bien d'autres aussi. C'était le festival Étonnant Voyageur, voilà, qui regroupe justement tout la crème un peu des écrivains. Voilà. Il y avait Prévost aussi qui était présent. Daniel Prévost, Daniel Prévost. Algérien d'ailleurs. Algérien d'origine, tout à fait. Et on voit donc Mohamed Dib parler de Rachid Mimouni. C'est une heureuse initiative de toute façon. Et quant à Rachid Mimouni, sa mort a été une vraiment grande perte, on peut le dire, pour la littérature algérienne comme pour la littérature française, on peut le dire. Ses œuvres ont rencontré un succès immédiat et la résonance de cette œuvre n'est pas loin de s'atténuer ou de cesser. Il a en quelque sorte abordé de front les problèmes actuels avec beaucoup de courage, ce qui lui a valu d'être en quelque sorte bon. Et il n'était pas en odeur de sainteté, en tout cas, auprès de qui vous savez. Oui. Donc, et il a vécu ces dernières années dans cette amertume de se voir pourchassé, d'être obligé de quitter son pays, d'aller s'installer ailleurs. Et même dans ces conditions-là, il n'a pas cessé d'être harcelé directement par des menaces continuelles et en même temps harcelé par ses propres préoccupations. Oui. Et c'est une œuvre immense par la qualité, par le sérieux avec lequel il a abordé les questions de notre époque et les questions qui touchent plus précisément l'Algérie. Et c'est un grand écrivain au-delà des problèmes, parce que bon, il arrive qu'une œuvre atteigne un degré de notoriété considérable en fonction de son emprise sur la réalité du moment. Mais à lire ces œuvres de près, on se rend compte que ce sont des œuvres d'un grand écrivain. Ce sont des œuvres écrites et non pas, et non pas parler, jeter de caractère journalistique, encore que, bon, je n'ai rien contre le journalisme qui remplit d'autres fonctions. Mais voilà, un extrait, et puis ça nous fait toujours plaisir de voir donc Mohamed Dib s'exprimer, pour justement que la jeune génération le connaisse mieux. Oui. Voilà, parce qu'on sache qu'on a des écrivains qui sont magistraux et qui sont universels, de portée universelle, et qui sont des témoins de la grande histoire algérienne. Très voilà. Et voilà, et donc le caractère très prosaïque, justement, comme je disais tout à l'heure, de Rachid Mimouni, a aussi laissé des plages de fantaisie, des plages pas divertissantes, mais quasiment divertissantes, qui ont fait d'ailleurs l'objet d'adaptation, notamment la ceinture de l'ogresse, qui est vraiment une parenthèse enchantée dans l'œuvre de Mimouni, où c'est
cette nouvelle, je crois, qui sont complètement folles et où vraiment, il s'éclate, voilà, il s'éclate. Et quand vous lisez, Rouiched a adapté. Rouiched a été aussi metteur en scène. J'ai eu la chance de le voir sur scène, le Bouaboun, où il dirigeait toute une pléthore de comédiens, Mustafa Bennani, Nouri Al-Ahmaha, Abou Jamal. Alors nous, on était complètement enchantés parce qu'on avait la chance d'assister aux répétitions. On avait fait l'affiche avec, c'était Dilem, Ali Dilem, qui avait fait l'affiche. Et donc, on était tout un groupe de jeunes artistes au Beaux-Arts à l'époque. Et on avait fait cette grande affiche que Agoumi avait offert à Rouiched. Et donc, c'était Hazam Roula. Bon, ouais, c'était le Bouaboun, mais Rouiched a voilà, ça nous permet, grâce à vous, de revisiter en tout cas nos auteurs et surtout leurs ouvrages. Qui sont puissants, qui sont il faut édités, ils sont puissants, et c'est des lectures magistrales où vous êtes de portée, comme je disais, de portée universelle, c'est-à-dire sur le texte, sur la langue, sur l'aspect littéral, sur même la grande des questions qui sont toujours d'actualité. Ce sont des questions qui sont prégnantes d'actualité parce qu'il y a de l'anticipation et une étude sociologique, anthropologique et littéraire sur la société algérienne, sur cette grande histoire qui reste encore à écrire. Tout à fait. D'ailleurs, on rend hommage à Abdelmajid Merdassi, qui a été un personnage, même au niveau de certaines choses sociologiques, il a beaucoup écrit, il a beaucoup parlé, il a beaucoup... et ça aussi, communiqué sur ça, avec aussi Hamdi Bennani qui a rénové un peu le Malouf. Et donc, toutes ces personnes, on leur rend hommage. Mimouni, Mohamed Dib et beaucoup d'autres. Et grâce à vous, chaque semaine, on aura l'occasion de... On fera une petite escale sur... revisiter donc, ces grands noms de notre culture algérienne. Merci beaucoup, Djaoudet. Merci à vous. Djaoudet, le temps est toujours trop court avec vous. Mais en tout cas, grâce à vous, chaque semaine, le téléspectateur aura un point littéraire. Voilà, à très bientôt. Merci, bonne chance. à très bientôt. Voilà. Et on continue notre émission. Je vous invite tout de suite à suivre ce portrait signé Samira Hadjamar qui nous fait découvrir le métier d'ébéniste, un ébéniste à Mesquita. Et donc, on vous invite à le suivre. On se retrouve juste après.
نكون اليز فيه نكون لي باريزون قلت لك نخدم هذه في ساعه نولي نخدمها في 5 دقائق بالك. المهراز كيف هذا راني نخدمو بور لانستون بالك نجيب فيه النهار باش نفينيه كي يكون حطبه من الخشبايت وكذا باش يعاود يخرج هذا مهراز فيني نهار باش نفينيه. لو كان راهو عندي لوتياج كاين صوالح يعني تور نولي نخرجوه في ساعه. Retour sur le plateau, en tout cas c'est un très beau métier que nous a fait découvrir Samira Hadjamar. Et bien un autre métier, celui donc d'artiste peintre, et on le découvre chaque mardi dans la rubrique Mosaïque avec Nessiba. Bonjour Nessiba. Bonjour Amel, bonjour à vous tous, ravie de vous retrouver. Alors on va parler aussi d'un artiste qui est présent parmi nous. Absolument, on s'est intéressé à la peinture sur verre et nous avons eu le plaisir de visiter un atelier qu'anime Lies El Mehdaoui qui est présent avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être des nôtres ce matin. Merci de l'invitation. Merci. Vous êtes artiste peintre et votre support de travail privilégié c'est le verre. C'est le verre. On y reviendra dans un petit moment, mais Très avant, bien. nous allons essayer de retracer votre parcours. Oui. Alors vous êtes artiste donc peintre et votre support de prédilection c'est le verre. C'est le verre. Bon, mon support de prédilection c'est le verre. Vous êtes biologiste de formation et de profession. Exactement. Vous avez travaillé à l'hôpital Beltar pendant 32 ans. 32 ans. Maintenant je suis en retraite. Et vous avez le temps de vous consacrer à votre peinture. Tout à fait. Alors les premiers pas c'était dans la Société des Beaux-Arts. C'était dans la Alors si on remontait un petit peu le temps. Oui, c'était dans la Société des Beaux-Arts. Je suis rentré pour faire de la miniature. D'ailleurs, mon prof, c'était Ben Kahla, Mustafa Ben Kahla, que je passe un bonjour ce matin. Et on lui rend hommage aussi. Hommage aussi. Et bon, les débuts, c'était la miniature. Je suis passé par différents supports en fait. D'accord. Et mon support maintenant de prédilection, c'est le verre. C'est le verre. Vous avez même eu à travailler sur le tissu. J'ai travaillé sur les tissus. C'était une coïncidence de travailler sur les tissus. Pur hasard. Oui, c'était un pur hasard et que je continue maintenant. Aussi, je fais des motifs berbères en général. En général, c'est dans le patrimoine. Toujours dans le patrimoine. Et c'est pour la haute couture. C'est pour la haute couture, des arabesques, des vestes et tout ça. C'est toujours peinture. Hein. J'ai rien à voir avec ni coupe ni. D'accord, toujours en peinture. Après, on reprend vos peintures, vos dessins. C'est ça. Ça se travaille en atelier pour la haute couture. Exactement. Mais sinon, le verre. Si fragile, si délicat. C'est transparent. Le verre, c'est autre chose. Le verre est magique. Et magique, d'accord. Surtout en ce moment, je lui donne une autre dimension. J'utilise de la résine. D'accord, on va le voir dans le reportage dans un petit moment. C'est des pigments aussi. Aujourd'hui, vous avez plus de matériel peut-être. Exactement. Et la miniature vous avez abandonné? Non, j'ai abandonné la miniature. Carrément. Oui, carrément. Abandonné. Donc ça demande beaucoup de temps, ça de précision. Et de la précision surtout. Tout à fait. Et donc votre parcours est rythmé aussi par des expositions, parce que ma première rencontre avec vous, Lies El Mehdaoui, c'était au Palais des Raïs. Palais des Raïs. Oui. Il y a quelques années de cela. Il y a 8 ans de cela, je crois. Très belle exposition collective. Enfin non, c'était en collectif. C'est en fait, voilà, en individuel. Magnifique dans ce palais, dans ce lieu d'art et d'histoire. Le palais numéro 17. 17, je me rappelle. Ensuite, il y a eu des expos aussi collectives. Il y a une exposition aussi à Zoart Gallery. Oui. Disons que votre parcours a été rythmé quand même par des expositions. Fait pas mal d'expositions, oui. Voilà, aussi bien individuelles que personnelles. Oui. Et là, maintenant, vous vous êtes donné à votre passion dans l'atelier. Un atelier que M. Baba Moussa, qui est collectionneur, a mis à votre disposition. Voilà. Alors, vous êtes chanceux. Oui. Dans ce domaine, je suis chanceux, ça c'est vrai. Et en plus, dans une ambiance formidable, dans un décor magnifique. On ne va pas en dire plus. On laisse découvrir. Direction l'atelier de peinture. Voilà, on va découvrir tout votre talent à travers ce reportage signé Nessiba Djaidia. Dans l'atmosphère ambiante de cet atelier, un savoir-faire dans l'air du temps. Au gré de son inspiration, Lies El Mehdaoui traduit ses émotions d'artiste. Le verre, c'est son support de travail.
Un support de prédilection au travers duquel il donne libre cours à sa créativité. Fasciné par cette matière, il avance avec finesse dans un monde bien à lui. En fait, il y a deux techniques. D'accord. Il y a deux techniques. C'est peinture sur verre et résine. Ça, c'est nouveau. Alors, une fois terminé mon œuvre, une fois que l'œuvre est sèche, alors, avec mon cerne, je reprends tout mon dessin. Je le reprends et je fais plusieurs couches de cerne pour avoir une épaisseur. Et une fois le cerne séché, je remplis de résine et ça donne une profondeur et un relief. Ce biologiste de formation et de profession se consacre aujourd'hui pleinement à sa passion. Une passion qui l'habite et vit en lui depuis des années. D'une création à une autre, El Mehdaoui laisse parler son imaginaire. Entre tradition et modernité, il se laisse guider par sa ferveur artistique. De la patience, de la précision et de la minutie, il en faut pour arriver au résultat escompté. Toujours la peinture sur verre, bien sûr avec peinture adéquate pour le verre et le cerne. Et là, avant je faisais, pour ces grappes de raisin, je préparais un moule. Un moule pour les grains de raisin. Et je remplissais de résine, après avoir mis une couleur pour ces grappes. Mais sur le marché, j'ai trouvé ces petites boules de verre. Alors c'est venu l'idée de faire des grappes de raisin avec ces verres. Sur les cimaises de l'atelier, quelques-unes de ses œuvres d'art. Entre ombre et lumière, des œuvres d'art qu'il met en regard. Les unes et les autres nous dévoilent le talent de cet artiste. Un artiste au parcours rythmé par des expositions personnelles et collectives. Sous sa main dansante et musicienne, formes et couleurs évoluent en harmonie. Dans la transparence du verre, de la passion et des émotions à partager. Ces techniques ont évolué. Et son art s'affermit au fur et à mesure et il découvre d'autres choses. Par exemple, vous avez vu par exemple la résine, la technique de la résine. Et il est très réceptif, vous savez, il a fait un stage pour la résine, il a fait un stage chez un maître. Et tout de suite, il a compris, quand on est artiste, n'est-ce pas? Voilà, c'est comme ça. Et puis bon, moi je l'encourage, vous avez remarqué, ça va du figuratif surtout aux calligraphies, etc. Et c'est très éclectique comme travail. Un temps de pause dans l'atelier pour parler de son travail, échanger des idées avec son ami et faire part de ses projets artistiques. Le verre, un matériau magique auquel Yes El Mehdaoui a donné une âme et une note de poésie.
Voilà, un très beau travail et surtout dans cet atelier magnifique. Magnifique, on a passé des moments fantastiques avec l'équipe qui m'accompagnait, franchement. C'était très sympa, la vérité. Oui, on a passé une matinée très agréable. Vous leur avez ouvert les portes donc, de votre univers et vous expliquez à tous ceux qui veulent connaître votre savoir-faire, les techniques, comment vous travaillez, avec quels matériaux, etc. Exactement. D'ailleurs, c'est mon but, je voudrais bien... enseigner, transmettre. Bah, ce serait bien que vous lancez via Facebook. Mais j'ai pas de... il faut de la place, c'est ça le problème. Un peu plus de place peut-être pour partager votre passion avec des élèves les qui adorent. Même avec les adultes, qui sont en retraite et tout ça. Je voudrais bien, tiens. Alors, du nouveau dans votre travail, parce que par rapport à il y a quelques années où je vous avais rencontré dans une exposition, là, il y a un travail qui se fait en relief. Oui, maintenant mon travail, je voudrais... Bon, je travaille toujours sur la masse, c'est-à-dire sur le verre. Et je voudrais que mon travail, on a une impression qu'il ressort de ce plateau, de ce verre-là. Parce qu'en général, c'est un travail plat. Mais maintenant, je voudrais donner du relief, une autre dimension à ce travail. Et par la technique, l'ombre et la lumière, on a l'impression que c'est un travail en 3D. En 3D. Pardon, je vous interromps parce qu'on peut voir des images. D'ailleurs quelques images. On va demander à Hanan. Mais sur les images, on ne voit pas bien la technique. Non, on revoit un petit peu le travail. Bon, là, c'est tout simple. Là, par exemple, vous travaillez même le verre à l'envers, vous m'avez dit. C'est ça, oui. Et là, les couleurs. Là, il y a la calligraphie. Au gré de votre inspiration, vous donnez libre cours à votre créativité. Tout à fait. Absolument. Là, on vous voit avec M. Baba Moussa. Là, c'est une technique travaillée sous le verre, c'est-à-dire à l'envers, quoi. Oui. Absolument. Et ça donne une profondeur. C'est très joli. On dirait que c'est incrusté dans le verre. Même la couleur a une autre dimension. Celui-ci, par exemple. Ça, c'est de la résine. Mélangé à de la couleur. Parce que vous avez introduit la résine, justement. Là j'ai introduit la résine. C'est tout nouveau, c'est tout nouveau, oui. Et il y a une autre technique. Et là, c'est un travail quand même assez minutieux. Ça demande beaucoup de rigueur. Il faut avoir aussi un bon sens de l'observation. Tout à fait. On vous a vu à l'œuvre, c'est vraiment, il faut être patient, minutieux, beaucoup de rigueur, beaucoup de doigté aussi. Oui, surtout que j'ai fait de la miniature. La miniature, ça demande de la minutie. Ça vous a beaucoup aidé. Beaucoup de patience. Des projets en perspective? Oui, peut-être une exposition à la rentrée. Oui. Je voudrais faire une exposition en duo cette fois-ci. D'accord. Avec une amie qui m'est très chère. Toujours dans le domaine du verre. Toujours dans le domaine du verre. Donc la personne. Oui, elle fait du verre aussi. Elle a beaucoup de potentiel. D'accord. Elle fait de jolies choses. Vous avez choisi le lieu? Pas encore. Si vous êtes en duo, donc il faudra beaucoup d'espace. Moi, je ne sais pas. Je préfère chez Ben Mohamed. Que je salue ce matin. J'adore cette galerie, j'adore cette personne. Oui, et c'est une galerie qui est mise gracieusement à la disposition des artistes qui se trouvent au centre commercial de Bab Souar. J'aime beaucoup cette galerie. Oui. Et la personne concernée, c'est un projet entre nous. C'est Zeneida Ben Smaya, que je salue ce matin avec sa sœur Shafiqa, que j'adore. C'est des personnes extraordinaires. Ils font un bon travail. Ils font un très très bon travail. Et peut-être aussi des expositions en duo, en solo. En attendant, vous continuez de travailler dans cette belle ambiance chez ce collectionneur chez mon ami qui garde et chaleureusement ses objets. J'espère qu'un jour, il voudra bien les partager avec nos amis téléspectateurs. Il faut le convaincre. On l'a sollicité à plusieurs Il faut le convaincre. On le salue. Ce matin. Abdelhaq Baba Moussa, un grand amateur d'art, un collectionneur. Et donc vous êtes dans cette ambiance. C'est une belle ambiance. Belle ambiance, dans ce beau décor. Il y avait de la musique andalouse aussi. Surtout, il y a la musique classique, universelle. Absolument. C'est un maître de musique universelle. En plus. Alors, ça vous donne beaucoup plus d'inspiration, j'imagine. Vous voyagez énormément. Je suis comblé. Oui. Eh bien, ceux qui nous suivent et nous regardent vont vous reconnaître. Il y en a qui vous connaissent, tant mieux. Il y en a qui ne vous connaissent pas. Donc, grâce à cette exposition, ils vont venir voir un petit peu toutes ces œuvres. Oui, avec plaisir. Et puis, il y en a qui nous suivent. En fait, ce n'est pas une exposition, ML. J'ai visité juste l'atelier, mais plus tard, il pourra exposer, quand il exposera à ce moment-là,
On aura le plaisir de vous recevoir à nouveau et puis on pourra il y a aussi votre parent aussi, Abdelghani El-Mehdaoui, qui était aussi un réalisateur de la télévision. Qu'on salue ce matin. Qui nous regarde. Hein. Qui nous regarde, qui nous suit. Oui. Voilà. Et puis en tout cas, merci à vous d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup. Voilà. Merci de m'avoir reçu. Merci Nassiba. Merci Amel. Et à très bientôt. À très bientôt, mardi prochain, Inch'Allah. Grâce à vous, on a pu découvrir le travail de Lyes El-Mehdaoui à travers donc cette belle exposition dans l'atelier. Et on se dit à très vite. Bonne chance. Merci. Voilà, vous êtes dans le recyclage, vous aussi, puisque vous nous disiez que vous recyclez des vieux verres et exactement. Des verres cassés plutôt. Tout à fait. Allez, on va rester dans cette ambiance et cet esprit avec ce reportage. Vide-grenier, ça s'est passé donc à 2 week-ends répétitifs, consécutifs plutôt. Et donc, notre ami Mariam Moussaïd est allé à la rencontre de ces personnes qui sont dans l'esprit de recyclage. Regardez, on se retrouve juste après. Décor planté, le grand rendez-vous des chineurs et des artisans a eu lieu cette semaine au Fayed Club. Tous étaient là à la recherche de la pièce rare et de saveurs nouvelles. Nous sommes ici au Fayed Club, le Fayed Club qui existe maintenant depuis une quinzaine d'années. Et dans le Fayed Club, nous avons différents événements. D'abord, c'est un centre hospitalier vétérinaire et aussi un club destiné, bien sûr, à différents événements, dont en particulier aujourd'hui, vous êtes sur place pour un vide-grenier. L'événement est très intéressant puisque les gens ici sortent les vieilleries et puis il y a un petit côté nostalgique de voir un petit peu les anciennes choses se retrouver et des échanges qui se font entre les gens. Et voilà, ces échanges sont très intéressants. Non, ça va faire à peu près 2 ans que je fais ça. Au départ, ça a commencé d'une manière très ludique, puisque j'étais avec une amie à moi et on avait envie de se débarrasser de nos affaires, ça encombrait nos armoires, on ne les portait plus. Et donc du coup, on s'est dit pourquoi pas louer une salle et vendre nos affaires. On va donner une seconde vie à nos affaires, quelqu'un d'autre peut en profiter à petit prix. Et donc voilà, c'est parti de là. Et ensuite, ça a pris de l'ampleur. Les gens étaient intéressés, ils sont venus nous voir. Comment vous faites pour exposer vos affaires? On a plein de choses dont on veut se débarrasser, tout ça. Et puis c'est parti comme ça. Et là, comme vous voyez, ça a pris énormément d'ampleur. J'ai beaucoup de demandes. Faire de la place dans ces placards n'est pas le seul objectif de ce vide-grenier. Redonner une nouvelle vie à des objets déjà utilisés est avant tout un geste éco-responsable. Vêtements, vaisselle, livres et peluches, tout est là pour faire plaisir du plus petit jusqu'au plus grand. 2 choses. La première, c'est promener les enfants et deuxièmement, faire quelques affaires. Et alors, ça vous plaît? Vous aimez? Oui, l'ambiance est parfaite. On peut acheter on fait de bonnes affaires. Super. Alors, les enfants, qu'est-ce que vous avez trouvé? Vas-y, dis-moi. Moi, j'ai acheté un sac qui est vraiment beau. Il est fait à la main. Et j'ai acheté en plus des habits à bon prix. Et toi? Dis-moi. Moi, j'ai acheté un bracelet. Très beau, une montre électrique et 3 DVD. On y trouve de tout, ou presque, surtout des produits du terroir et du fait main 100% algérien. Je suis artisane, je fais les bijoux, artisanales bien sûr. Je fais tout ce qui est perles, semi-précieux. Voilà, quand il y a des occasions, je présente mes articles. Ou je ne suis pas la seule, il y a plein d'artisans et ça m'encourage de travailler parce que رانا كامل هنايا متحدين كل واحد يوري يعني واش يخدم. Comme à son habitude, ce petit marché a eu son lot de bonnes affaires, mais aussi de belles rencontres humaines. Voilà, de belles rencontres humaines et on va en faire une ce matin avec notre invité. Il s'agit de Besma Belbedjaoui. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci pour votre invitation. En tout
tout cas, beau parcours et vous êtes une battante. Vous saviez ce que vous vouliez dès le départ. Merci. Alors, vous avez fait vos études donc, à Constantine, universitaire, c'est cela? Exactement. Et vous êtes venu aussi à Alger plutôt, faire aussi Babzoua, l'USTHB. Exactement. J'ai eu ma licence en biologie, en génétique à l'USTHB, Babzoua. Et après, je suis également titulaire d'un master en gestion des déchets et procédés de traitement de Saad Dahleb, Blida. Voilà. Et comment est-ce que vous vous êtes tourné vers les déchets? Par passion à l'environnement. Tout simplement parce que... Vous avez peut-être aussi travaillé dans une entreprise où on touchait beaucoup aussi au J'ai plastique. créé une entreprise par la suite. Directement de l'université vers l'entrepreneuriat. Et c'est un entrepreneuriat social, environnemental. Donc ça s'appelle Plasticycle, l'Algérie. Et donc elle traite les déchets plastiques, éventuellement la bouteille, pour la transformer en granulés. Exactement. Voilà. Et depuis 2012, vous baignez dans cet univers. Vous avez remarqué qu'ici en Algérie, il y avait de quoi faire et que le recyclage, c'est un créneau qui était aussi porteur d'abord, qui n'était pas très développé, connu. Et puis depuis 2012, vous avez déposé votre projet. Oui, exactement. Vous êtes passé par l'ANSEJ? Oui, exactement. Je suis passée par l'ANSEJ comme beaucoup de jeunes Algériens et j'ai défendu l'idée du projet. Et alhamdoulilah, ça a abouti à la création non seulement de Plasticycle, mais de pas mal d'autres entreprises que j'ai aidé à créer à travers un bureau d'expertise qui s'appelle EcoCycle Consulting, que j'ai fondé en 2018 à peu près. Et donc, il aide aussi à la création d'entreprises dans ce sens. D'accord. Et vous êtes parti justement là où il travaille énormément le plastique. Vous êtes parti en Chine. Oui. Vous avez donc trouvé des fournisseurs. Vous êtes parti découvrir qu'est-ce qu'était le marché du plastique. Exactement. Il faut tout d'abord bien étudier le marché et national et international pour savoir ce qu'on peut faire. Et c'est vrai que c'est un marché international très intéressant et même très porteur. Très porteur. Voilà. Et puis vous avez ramené donc des machines. Oui. Vous êtes bien équipé. Vous avez lancé votre entreprise depuis 2012. Elle fonctionne. Vous avez aujourd'hui d'autres projets? Oui, alors un des projets récents, c'est la fondation. Donc c'est la fondation Synergia. Donc c'est un nouveau-né et c'est une fondation pour l'environnement, l'écologie et surtout pour la promotion de l'économie circulaire et solidaire. Voilà, parce que Plasticycle, c'est une entreprise intégrée dans l'économie circulaire et donc on veut encourager le développement de ce type d'économie qui est le contraire d'une économie linéaire en fait. C'est ça. Aujourd'hui, je pense que c'est une prise de conscience de toute la population. Dans le monde entier aujourd'hui, on s'est rendu compte que cette économie devait être une économie circulaire. Les mentalités ont changé, le mode de fonctionnement donc, des individus surtout a changé. On l'a vu à travers déjà ce reportage où on voit, c'était donc en fait une exposition où c'était un vide-grenier. Des gens achetaient des objets qui ont déjà une vie. Exactement. En fait, les bases de la gestion des déchets, c'est récupérer, réutiliser et recycler. C'est-à-dire, tout ça, c'est la prévention en fait. Donc, on peut réutiliser les objets et ensuite on peut les recycler avant de les jeter dans nos centres d'enfouissement technique. Exactement. Voilà. Il y a aujourd'hui beaucoup à faire dans ce domaine-là, le domaine de la recyclerie. Là, on voit un petit peu ce que vous recyclez, c'est cela? Exactement. Oui, c'est sous forme de ballots compressés. Exactement, c'est des balles pressées de plastique qu'on broie. Qu'on nettoie dans des machines à laver et ensuite ça va passer au séchoir et ensuite ça va donner d'extrusion, donc ça passe par l'extrudeuse pour donner des granulés, donc c'est de la matière secondaire recyclée. Voilà. Qui sont acheminés vers d'autres industries. Exactement, exactement. Ce secteur-là est prometteur, il a besoin de soutien, de réglementation. C'est ces formes de granulés. Exactement, les formes de granulés, de PET, couleur bleue, etc. Et
pour justement aller vers le développement de ce secteur, la Fondation Synergia a fait une série de propositions, une série de propositions au gouvernement pour justement voilà, aller vers un développement du secteur. Exactement. Alors il faut dire qu'il y a eu un véritable boom dans le domaine de l'environnement ces dernières années, et notre pays n'est pas en reste. Bien au contraire, il est dans cette optique donc, de la protection de l'environnement, optique donc, de la protection de notre planète tout entière. Exactement. Et avec de nouvelles aussi, nouveaux ministères aussi qui traitent de la transition énergétique. Justement, en fait, dans nos propositions, ils ont été faites par un groupe, un conseil scientifique, parce que la Fondation détient un conseil scientifique. Donc c'est Madame Khelalfa, Monsieur Fouad Bouaïcha, Madame Salima Wali et Monsieur Lotfi Mokrani. Et donc c'est déjà des amis tout d'abord. C'est aussi des enseignants à moi, Karaoui, voilà. Et ils font partie de l'université Saad Dahleb, de l'université de Constantine, de l'université USTHB et de l'université Tizi Ouzou. Voilà. Et on a parlé de 8 axes. Donc, développement durable, réglementation. Alors, on a tous les axes ici. Réglementation et gouvernance, on a le changement climatique, on a parlé santé et cadre de vie, préservation du capital naturel, transition vers une économie circulaire et résiliente, la transition énergétique algérienne, souveraineté alimentaire et sécurité hydrique et enseignement, formation et société civile. Voilà. Ce sont donc des thèmes très très intéressants et surtout de notre planète qu'il faut absolument donc préserver. Et donc beaucoup donc de travaux sont en cours en ce moment grâce à cette fondation. Oui, on est en train, en fait c'est l'émulsion, donc on est en train, ça bouillonne un peu et on a plein de projets, notamment l'entrepreneuriat social, donc une boîte d'idées, de projets pour aider les jeunes à réaliser leurs projets un peu partout en Algérie. C'est vrai qu'on voit beaucoup de start-up travailler dans cette lignée, travailler surtout pour la protection de l'environnement et avec des projets innovants, toujours avec le recyclage, toujours dans la protection. La collecte, le traitement. Alors, le recyclage, il faut savoir que ce n'est pas uniquement le plastique et le carton. C'est l'aluminium, c'est les huiles usagées, c'est le verre, c'est plein d'autres domaines qu'on peut développer, exactement. Alors, vous êtes dans l'entreprise, vous êtes combien ? Déjà dans votre entreprise? Alors on est 5, 6, ça dépend, avec un peu de changement de temps en temps. Donc, mais sinon dans la fondation, vous êtes? Alors la fondation, beaucoup plus nombreux. Donc on atteint déjà une 70 personnes à peu près. Un peu partout d'Algérie, pas uniquement d'Alger. Voilà. Ça permettra de brasser large un petit peu et voir les différents profils qui s'intéressent justement au recyclage et bien d'autres choses concernant, bien entendu, la protection de notre environnement. Merci beaucoup à vous. Et je fais un appel à adhésion. Pour tous les jeunes, sociétés civiles, collectivités locales, pour adhérer à notre fondation et pour faire de l'environnement, une question nationale. Très bien. En tout cas, on a été ravis de vous recevoir sur notre plateau pour parler un petit peu de votre parcours surtout et que vous êtes très consciente aujourd'hui de l'urgence de travailler dans cette protection de l'environnement. Voilà. Merci. Merci. Je rappelle Besma Belbedjaoui, vous êtes donc président de la Fondation Synergia et vous êtes aussi à la tête donc de cette entreprise de plastique, recyclage de plastique. Exactement. Plasticycle l'Algérie. Voilà. Merci à vous et bonne chance. Merci. Voilà. On continue notre programme. Je vous invite à suivre juste cela et on se retrouve juste après.
Voilà, vous avez coutume donc de retrouver chaque mardi Fela Abras dans sa rubrique pédagogie. Bonjour Fela. Bonjour Amel. Comment ça va? Très bien, merci et vous? Parfait, on a parlé donc toujours de la pédagogie et surtout bien sûr du baccalauréat. C'était la semaine dernière, on était d'actualité, il fallait bien parler du baccalauréat. Aujourd'hui, on va parler de la rentrée aussi d'une certaine frange de la société, des enfants. Des enfants, mais des enfants trisomiques et autistes. Oui, qui ont besoin d'une assistance particulière. Effectivement. Alors, on va revenir sur l'aspect légal. En fait, quand le décret exécutif, il faut savoir, le décret exécutif numéro 1205 du 4 janvier 2012 définit le statut type des établissements d'éducation et d'enseignement spécialisés pour enfants handicapés. Handicapés moteurs, handicapés mentaux et aussi, c'est-à-dire les autistes et trisomiques. Alors, selon les dispositions générales de ce décret, ces établissements ont pour mission d'assurer l'éducation et l'enseignement spécialisé des enfants et adolescents handicapés âgés de 3 ans jusqu'à l'accomplissement de leur cursus scolaire en milieu institutionnel spécialisé ou en milieu ordinaire. Aussi, de veiller à leur santé, à leur sécurité, à leur bien-être et à leur développement Et selon le même texte, les classes spéciales accueillent des enfants handicapés dès l'âge de scolarité obligatoire après une préparation préscolaire assurée pour les établissements relevant du ministère chargé de la solidarité nationale. En fait, en tout cas, toutes ces écoles-là spécialisées dépendent du ministère de la solidarité nationale. Et aussi du ministère de l'Éducation nationale. Mais dans quel cas? On va l'expliquer dans quelques instants. Alors, les centres psychopédagogiques pour enfants handicapés moteurs ou handicapés mentaux sont chargés de quoi? De favoriser l'épanouissement de chaque enfant et la réalisation aussi de toutes les potentialités intellectuelles, affectives et corporelles, ainsi que l'autonomie sociale et professionnelle de l'enfant et de l'adolescent. Le décret stipule en fin de compte aussi que ces centres sont chargés de soutenir l'intégration de ces enfants et des adolescents handicapés en milieu scolaire, ordinaire et ou dans la formation professionnelle et d'en assurer le suivi. Ça, c'est pour le cadre légal, en fait, comme législatif, comment sont gérés ces centres. Parce qu'il y a donc des centres d'apprentissage pour ces enfants, ces jeunes qui ont besoin d'une attention particulière, double, on va dire. Voilà. C'est pourquoi, quelquefois, il y a des classes qui sont ouvertes au sein donc, des écoles. C'est pourquoi c'est le ministère de l'Éducation qui doit s'en charger. Donc, le chef d'établissement doit avoir l'obligation d'ouvrir des classes pour cette frange. Effectivement, Amel. Alors, il y a toutes les classes normales, c'est-à-dire toutes les écoles ordinaires, primaires, on va dire, ont l'obligation de... Public ou privé. Voilà, il faudrait qu'il y ait une classe pour ces enfants autistes ou trisomiques, la trisomie 21. Sauf qu'on ne trouve pas ça partout, ce qui cause un grand problème pour les parents. C'est vrai. Un très grand problème. Il y a des listes d'attente. Alors, une fois qu'il y ait une classe pour enfants autistes ou trisomiques dans une école normale, c'est le ministère de l'Éducation nationale qui prend ça en charge en collaboration également avec le ministère de la Solidarité nationale. Alors, sachez que chaque année, la liste d'attente, en tout cas, est de plus en plus longue. Et c'est très dur pour les parents. C'est très dur pour les parents. Il faudrait qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls. C'est pour ça, en général, des associations ont été créées depuis un bon bout de temps en Algérie, qui prennent en charge les soucis des parents, qui essaient de trouver des solutions pour leurs enfants, pour leur insertion, intégration. Et puis, ces enfants, sachez qu'ils suivent un cours normal. Il faut qu'il y ait des auxiliaires de la santé, des auxiliaires qui doivent les accompagner, pour qu'il n'y ait pas de crise, pour qu'ils apprennent, qu'ils comprennent à temps, ils prennent tout leur temps avec eux. C'est des enfants fragiles, qui ont besoin d'être entourés, rassurés au quotidien. C'est pourquoi ils ont besoin de cet auxiliaire au quotidien, au niveau donc des classes. Il faudrait que ça soit aujourd'hui que les enfants aussi puissent les accepter cette différence. Je pense que normalement, on devrait préparer les enfants qui sont normaux. Qui sont normaux, alhamdoulilah, quelque part. C'est un don du ciel, ils sont normaux. Il faudrait les préparer déjà dès leur jeune âge, à l'école, qu'ils acceptent cette différence. Qu'il y ait une éducation pour ces enfants-là, qu'ils acceptent la différence des autres. C'est pour faciliter déjà pour l'enfant qui est trisomique ou autiste, son intégration et faciliter également son encadrement et enseignement à l'école. Tout à fait. Et en tout cas, c'est des enfants brillants. On a pu le voir, puisque quand ils suivent un apprentissage, il y a donc beaucoup
un apprentissage qui réussit grâce à ces éducateurs, ces éducatrices qui font un travail énorme, des psychologues, des orthophonistes qui sont là pour accompagner peut-être cette différence. Alors, avant de parler des personnes qui ont brillé, qui sont autistes ou trisomiques, mais qui ont brillé dans leur cursus scolaire, professionnel, qui ont marqué le monde entier, je voudrais simplement dire que le nombre de classes spéciales ouvertes dans les établissements éducatifs pour les personnes aux besoins spécifiques s'élève à 605 chaque année. Il y a 605 classes, mais ça reste peu par rapport à la population qui attend. Qui est en attente. C'est vrai. Avec une augmentation alors de 150 nouvelles classes chaque année scolaire, accueillant plus de 3000 enfants souffrant d'un handicap mental léger, dont des enfants autistes et trisomiques, selon les données fournies par le ministère de la Solidarité nationale. Je rappelle que ces statistiques, ces données ne sont pas réellement, elles sont de 2018, de l'année 2018, elles ne sont pas de l'année 2019 ni 2020. Et sachez qu'il y en a, en fait, quand il y a des établissements spécifiques et plutôt spécialisés qui sont répartis dans 22 wilayas du pays et pas dans les 48, ce qui fait, ça cause problème pour les parents. Certains parents dans les grandes villes ont cette chance de scolariser leurs enfants ou de partir dans des associations qui les prennent en charge. Mais ce n'est pas le cas dans certaines wilayas du pays. Et on a reçu des associations qui ont énormément souffert justement de ce manquement, surtout durant cette période de confinement, à cause du Covid-19, de la Covid-19. Donc beaucoup d'enfants trisomiques ou autistes sont restés chez eux, cloîtrés, et ce sont des enfants qui n'ont pas supporté cet enfermement. Certains n'ont pas compris ce que c'est la Covid-19, parce que ce n'est pas ça. Ça n'a pas été facile à expliquer cela aux enfants. Ils ont compris qu'il y avait un certain danger, un virus qui s'appelle Corona, pour quelle raison, Mais sinon, pour des enfants autistes qui ont déjà un petit retard mental, leur expliquer cela et se retrouver jusqu'à présent à la maison. C'était des enfants qui avaient des activités, qui sortaient, et tout d'un coup, tout ceci a été donc stoppé, interrompu brusquement. Voilà. Il faut également savoir, Amel, si je peux me permettre, il y a 2 trisomies qui naissent chaque jour en Algérie. Et c'est énorme. C'est beaucoup. Et près de 80 000 personnes sont atteintes de trisomie 21, dont 20 000 sont en âge d'aller à l'école. Et la prise en charge est très lourde. Voilà, surtout par les parents. Je ne vais pas trop m'étaler, mais j'aimerais bien terminer avec quelque chose pour parler de certaines personnes qui ont marqué le monde du cinéma, le monde de la science, de l'informatique. On l'a vu d'ailleurs. De la musique. Alors, je pourrais vous dire que Marie Curie, déjà. Marie Curie, c'est une personne qui était, en fait, autiste. Voilà. Marie Curie, Albert Einstein, qui est prix Nobel, Howard Hughes, aviateur, entrepreneur également, fondateur de TWA, John Nash, prix Nobel, Isaac Newton, Alexander Graham Bell, inventeur du téléphone, comme vous connaissez, Thomas Edison, inventeur et fondateur de General Electric, Henry Ford, inventeur de la voiture Ford, que vous connaissez également, et en informatique, on parlera de Bill Gates, le fondateur du Microsoft, Steve Jobs, fondateur de Apple, Satoshi Tajiri, qui est créateur des Pokémon, Mark Zuckerberg, fondateur du Facebook. Au cinéma, je parle également de Woody Allen, qu'on connaît, Tim Burton, Alfred Hitchcock, Stanley Kubrick et Steven Spielberg. Et dans le monde de la musique, quelques autres noms, Beethoven, Bob Dylan, Mozart, en politique, Al Gore, qui était vice-président des États-Unis, Thomas Jefferson, qui était président des États-Unis, et aussi Michel-Ange, Léonard de Vinci, Andy Warhol, et le dernier que je pourrais dire que tout le monde connaît maintenant, même les petits-enfants, Lionel Messi. Ce qui fait qu'on donnera un petit peu d'espoir à nos enfants, aux parents et également, surtout aux parents. Qu'ils peuvent réussir. Vous avez bien terminé, en tout cas, la rubrique avec cette note d'espoir. Merci beaucoup, Fela Braz. On se dit à mardi prochain pour une autre rubrique autour donc de la pédagogie. Bonne journée à vous. On va continuer avec notre invité, Monsieur Bendamesh, Abdelkader Bendamesh sera notre invité pour parler de la disparition très brutale, en tout cas donc de Hamdi Bennani. On en parlera d'ailleurs dans cette dernière partie d'émission. Voilà, on se retrouve juste après cet extrait musical de Hamdi Bennani. Allah yarhamou. يا نايمين كفوا المنام كاس الهوى نشارعوا أول علاقة لي حمام وانا بخيرنا خداعوا
جراح وجرح قلوب العاشقين يحرم علي مني السلام كواف ودي وعذبوا يالو يغيب سنين وعام لابد يرجع لبلاده يالو يغيب سنين وعام لابد يرجع لبلاده De retour sur le plateau après donc, ces images et surtout ça doit être très dur pour sa famille. On présente nos condoléances à toute sa famille et surtout la famille artistique qui est aussi en deuil en ce moment. Monsieur Bendamesh est parmi nous. Bonjour Monsieur Bendamesh. Bonjour, oui, c'est avec consternation qu'on le dit. D'abord on n'y a pas cru déjà. On n'y a pas cru. On n'y a pas cru. Finalement, exactement. Puis lui-même le disait assez souvent malgré sa verve, malgré son grand succès, malgré tout ce qu'il a eu comme... Sa notoriété, toutes les émissions qu'il a pu faire et ses voyages qu'il a pu aussi Il était au-dessus de sa carrière, au-dessus de son succès, au-dessus de tout. Et puis il a réalisé, je peux dire, son rêve. Il a eu beaucoup de rêves qu'il a réalisés. Il a réalisé déjà, quand il était tout jeune, en 1959, où il a constitué un petit groupe avec lequel il a participé à un festival, pas un festival, c'était une sorte de radio crochet, comme ça, un mini-festival, ça s'appelait les radios crochets à l'époque. Et puis il a réussi le premier prix, oui, chanter une chanson qui s'intitule Je suis sentimental. Et réellement, lui, c'était un grand sentimental. Il est resté comme ça toute sa vie dans cette qualité de sentimental. Personnellement, je le connaissais depuis, je le connais depuis pratiquement une quarantaine d'années et je ne l'ai jamais vu énervé. C'est ce que j'allais dire, c'est la même justement réflexion que j'allais faire. Jamais, toujours. On l'a reçu sur notre plateau, je l'ai rencontré sur plusieurs festivals, il a toujours eu le sourire, toujours. Jamais énervé. Oui, toujours. Et puis il se mêle avec n'importe qui, là où on s'énerve le plus. Par exemple, à un moment donné, on se retrouve dans une fédération nationale des arts lyriques, ça s'appelait comme ça à l'époque, et lui, il était membre représentant la wilaya d'Annaba. Il arrive à Alger, il y avait Ahmed Ouabi, il y avait toutes les grosses pointures, et puis les gens s'entretuaient. Lui, il était toujours là, serein, non, il dit voilà, oui, nous allons réussir, l'art algérien. Il y croyait. Il disait, moi, je suis né pour être artiste. Oui. Il a toujours dit ça. À travers son riche parcours, il a fait d'énormes rencontres et de très belles rencontres. D'ailleurs, il nous en racontait pas mal. Et à chaque fois qu'il venait sur nos plateaux, il y avait toujours une anecdote qu'il racontait. Il était fier de ses rencontres. Absolument. Donc, mais son premier démarrage dans son histoire, dans son parcours, c'était au théâtre de Annaba. Oui. Et le directeur du théâtre à l'époque s'appelait Hassan Derdour. Hassan Derdour, voilà une occasion pour parler de lui. C'est un monsieur exceptionnel qui a écrit je ne sais combien de livres, surtout dans le Malouf et puis dans la cosmogonie, dans tout, dans la science des étoiles, dans tout. C'est ce monsieur-là. Et il a écrit des pièces de théâtre aussi, dont l'une s'intitule Bachara Bousbous. Il lui a donné pas un rôle, il a donné l'occasion de chanter Yabahil Jamal. Et Yabahil Jamal, elle a fait éclater sur la scène artistique d'abord à Annaba, et puis ensuite, à partir de 66-67, à Constantine avec la télévision de Constantine. Donc voilà un nom qui sort comme ça, qui ne ressemble pas aux autres, parce que les autres, il y en avait beaucoup à Annaba. Il y avait Hassan Al-Nabi, qui était un grand monsieur lui aussi. Il y avait Mohamed El-Kourd aussi. Et puis Mohamed El-Kourd employait un musicien qui s'appelle Petit Mohamed.
petit Mohamed n'est autre que Mohamed Bennani, qui est l'oncle de Hamdi Bennani. Et c'est lui qui lui a insufflé cet amour de la musique, qui l'a formé, qui était un des premiers à l'avoir formé. Il était à la maison, donc et puis il a senti en lui l'artiste et il lui a donné tous les moyens psychologiques, artistiques pour devenir cet artiste qu'il sera par la suite. Et puis un autre rêve aussi l'un des premiers rêves qu'il a réalisé, c'était de créer une maison d'édition. Oui. Et il a réussi. Et il a réussi. Et il a enregistré pratiquement tout ce qu'il se faisait à l'époque à Annaba. C'est ça. Sans compter le patrimoine qu'il a appris déjà des cheikhs, Mustafa Ben Khammar, Hassan Ben Khammar. C'était en fait la musique avec sa propre vision, hein, parce qu'il a revisité les grands classiques du Malouf surtout, mais à sa façon aussi. On parle moins du patrimoine musical andalou de Annaba par rapport à Constantine. On dit l'école de Constantine et on s'arrête là. Mais Annaba a fourni également des grandes personnalités. Avec Hassan al-Annabi, avec Bennani, Mohamed El-Kourd aussi. Mohamed El-Kourd qui avait une dimension, je peux dire, arabe, puisqu'il jouait à Tunis, il est allé partout, il était en France, il faisait des tas de choses. Et puis, c'était le premier qui a mis le pas dans la modernité, dans les petites chansonnettes. Et avec l'orchestre, il a rajouté par exemple le synthé dans le son synthé, c'était plus tard, c'était Hamdi Bennani. Mais je parle de Mohamed El-Kourd. Mohamed El-Kourd qui jouait du piano, mais il faisait des accords, il faisait des choses différentes de la tradition. Et bon, ça n'a pas réussi à l'époque, puisque la tradition est primée, la tradition était là pour rappeler à l'ordre tous les gens qui voulaient changer. Hamdi Bennani a complètement... Pourquoi ? Parce qu'il a rencontré le modernisme, il a rencontré l'indépendance, il a rencontré l'ouverture, il a rencontré d'autres artistes ici à Alger et un peu partout. Et puis, son caractère, lui, d'artiste, d'élégant, parce que l'élégance a son importance aussi sur le plan artistique, bien sûr. Nous avons beaucoup d'artistes comme ça qui étaient très élégants. Je parle de un seul, Ammari, un autre, Haj Mrizq. Mrizq, c'est un artiste de légende dans les vêtements, dans sa manière de se présenter devant le public. Sami Jazairi également. Donc tous ces grands artistes étaient beaux sur tous les plans. Voilà. Ils portaient une importance particulière pour leur apparence et pour justement faire plaisir au public. Alors on va voir ensemble un reportage qui retrace un petit peu le parcours de Hamdi Bennani. C'est donc Siham Knouch qui nous fait donc ce plaisir. On y va. Annaba la coquette pleure son ange blanc. Un virtuose, une touche exceptionnelle, le maître Hamdi Bennani n'est plus. Billahi ya Hamami, Jani Majani et tant de textes du patrimoine arabo-andalou de musique malouf que Hamdi Bennani interprétait avec passion. Hamdi Bennani est né à Annaba en 1943. Son premier maître n'était autre que son oncle, Cheikh El-Kourd, un élève prodigieux de l'école Malouf de Annaba. Il a fait en sorte que notre patrimoine voyage avec lui à travers les cordes de son violon, sa voix, son genre. Les journalistes de la télévision algérienne se souviendront de son passage à la salle de rédaction.
من هوى غرامي خلفني في الانتهاء أقرأ لهم سلامي وارد منهم جواب وحبابي فارقوني عنهم بكت عيون ما كانوا يعرفوني ونسوا موادتي ما كانوا يعرفوني ونكروا عشرتي Il va beaucoup manquer à sa famille, il va beaucoup manquer à son public. Il va nous manquer, nous aussi, parce que c'était un formidable invité qu'on aimait donc recevoir, parler de sa musique, parler de son parcours. Oui. Et parler aussi de la condition de l'artiste. De l'artiste, il parlait beaucoup, c'était l'une de ses préoccupations. Et puis, il a participé pratiquement à tous les colloques, les séminaires, les grandes réunions. Il était toujours là, il disait toujours ceci. Il faut que l'État nous aide, il faut que nous nous organisions nous-mêmes, nous sommes des artistes, nous avons besoin d'un guide, je veux dire, juridique, d'un canevas organisationnel. Il disait toujours ça, toujours, il avait besoin, depuis longtemps. De parler au nom de tous les artistes. Hein. Oui, depuis toujours. Et puis, même lorsque ces organisations ont disparu, lui, il a continué toujours à parler de ça et à militer, même si la tête a été coupée à un moment donné. Il n'y avait plus d'organisation et lui continuait. Il y avait un bureau qui se trouve à la Maison de la Culture de Annaba, actuellement, qui existe toujours, et puis qui font ce boulot, qui est là, qui encadre les jeunes, qui parle. Tout à fait. Il était le formidable ambassadeur de la chanson algérienne partout dans le monde. Hein, personne ne trouvait Hardy. Oui. Il a voyagé plusieurs fois et partout. Le dernier hommage qui lui a été fait, c'était à la Sorbonne. Rien que ça. Rien que ça, c'était en novembre 2007 exactement. Oui, c'était magnifique. D'abord, son orchestre était là-bas et puis lui, il a été intervenu. Et puis, c'était magnifique. C'était quelque chose qui s'ajoute dans sa carrière. Bien en sûr. Plus de la Corée du Nord. Il est parti. D'ailleurs, il y a beaucoup d'Algériens qui ont participé. Bazis, par exemple, a participé et il a obtenu un prix là-bas, dans les mêmes conditions que Hamdi Benani et Nassima Chaban aussi qui est passé là-bas. Lui, c'était particulier parce qu'il a été appelé, invité par le président de la République, Kim Il-sung à l'époque. Et il a chanté une chanson en coréen. Oui. Et on l'a surnommé d'ailleurs. Ils ont donné un surnom là. C'était à ce moment-là, c'était l'ange blanc. Voilà. C'était à ce moment-là qu'il est devenu cet ange blanc d'ailleurs que nous connaissons aujourd'hui. L'ange blanc, c'était Kim Il-sung à l'époque. Je ne sais dans quelles conditions, mais c'était ça à l'époque. Parce que toute la presse en a parlé à l'époque. On en a parlé, tout à fait. Voilà. Et puis on parle aussi donc de cette ville qui lui a complètement ouvert les portes. C'est la ville de Annaba qui a ouvert les portes à sa famille, son grand-père qui était venu donc vous me disiez de l'Arba'a. Oui, de l'Arba'a Nathirati, oui. Annaba, elle est particulière. Elle embrasse les gens qui arrivent. Elle leur souhaite la bienvenue et puis c'est une ville où il fait bon vivre, où l'art se pratique tranquillement, avec de grandes personnalités que j'ai connues. Moi, j'ai eu la chance de connaître particulièrement Annaba et aussi la musique qui se pratique là-bas. Tout à fait. Et les noms sont là pour le prouver. Alors, donc, en plus de les grandes missions artistiques, ces missions artistiques, c'était Samarcande aussi. Oui. Samarcande, où il a obtenu le meilleur, un prix pour la meilleure interprétation à l'époque. Il aimait le flamenco. Il a d'ailleurs très bien réussi ce mix entre la musique malouf et le flamenco. Oui, c'était le seul. On aimait l'écouter quand il chantait aussi avec le flamenco. Donc voilà on va voir ensemble un portrait aussi qu'a consacré Ismaël Belkhaïdia, lui aussi qui l'a bien connu, qui l'avait reçu tout dernièrement d'ailleurs dans son émission, c'était en été, et on se retrouve juste après. يا الأنظار
Le Cheikh Hamdi Bennani, le virtuose et emblématique maestro du Malouf, nous quitte à l'âge de 77 ans après une courte maladie. Ayant fait ses débuts à l'âge de 16 ans, l'Ange Blanc et son violon blanc marqueront la musique algérienne tout au long d'une riche et longue carrière jalonnée de succès. يا محمد بيك فزنا ربحنا وبيك فزوا المحبين. Tu sais, un artiste n'a pas de retraite. Mais je dis une chose, mon cher Smaïn, on peut chanter, mais le jour où on peut plus, il faut s'arrêter. Ouais. Gentiment. Il a été le digne représentant du Malouf et de sa ville natale Annaba, qu'il a vu grandir pour s'imposer grâce à ses envolées lyriques d'une rare qualité. Avec le décès de Bennani Hamdi, l'art algérien perd une icône de la musique andalouse. Adieu, Cheikh. محبة يا موالي كله عشاق شربوا من ماء يدوالي. Les fans, en tout cas, sont bien tristes par cette nouvelle et surtout une nouvelle brusque, hein, comme ça. On n'y croyait pas, c'est vrai. On n'y croyait pas. Alors, on voit aussi en arrière-plan son fils un petit peu partout. Kamel, la qui suite. est toujours. Bon, je suis certain qu'il prendra la suite, pas en tant que chanteur, parce que un fils n'aura jamais l'aura de. C'est très difficile, c'est vraiment très difficile. C'est très dur. Mais l'œuvre de Hamdi Bennani continuera. D'abord, il a beaucoup enregistré pour le ministère de la Culture quand l'ONDA faisait cette opération d'enregistrement comme ça du patrimoine vers les années 97-98. Et aujourd'hui, son œuvre, il a environ 30 à 35 albums qui sont remplis surtout du patrimoine populaire. Patrimoine populaire par rapport au Malouf classique. Voilà, Jani Majani également. Et puis tout un patrimoine de musique Malouf, pur Malouf. Et il est capable de faire des merveilles dans le pur Malouf. Lui, il a été connu, archi connu, par les chansonnettes. Voilà. Par les chansonnettes. D'ailleurs, il n'en connaissait pas beaucoup, mais toutes, elles avaient du succès, toutes, pratiquement toutes. Et dans le respect, parce que c'est vrai que c'était très difficile de toucher au patrimoine, donc il a réussi à le faire, tout comme avait réussi à le faire Garouabi à son époque. Sûr, oui. Garouabi, aidé par Mahboubati, il était à Alger, la donc chansonnette. il avait la chansonnette, et puis Mahboubati avait un but. Hamdi Bennani avait un but également. Oui. Il y a beaucoup d'artistes qui chantent et c'est tout. Mais ce type de personnalité artistique avait un plan de travail. Il disait voilà, moi je vais faire ça et ça et ça. Asseoir je l'ai souvent entendu parler. Oui, asseoir le Malouf de Annaba, c'est ça. Et puis Garouabi était je peux dire, qui a servi à Mahboubati d'implanter un genre musical qui sera aimé par la jeunesse algérienne. Exactement. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, les débuts des années 70, et je me rappelle bien de cette époque-là, les Algériens étaient tournés, extravertis, tournés vers l'Europe. Oui. On écoutait les Beatles, on écoutait les Pink Floyd. Ça a permis donc de récupérer ce public qui allait partir et grâce à cette musique. À Mahboubati et à Boudjmal Ankes en particulier. On s'est réapproprié notre patrimoine musical. À Marzahi, à Garouabi. Donc c'est par ces mélodies comme ça
qui se faisait dans les stades, qui remplissait les stades. Voilà, ben on est arrivé déjà à la fin de notre entretien. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, bien qu'on aurait bien aimé parler de musique différemment aujourd'hui. On rend hommage à notre façon, à nos maîtres et surtout à nos artistes qui nous quittent, toujours avec beaucoup de tristesse et de regret quand on en parle. Merci beaucoup, Monsieur Bedamel. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'agence algérienne pour le rayonnement culturel. À très bientôt. À bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup. Et bien voilà, on est arrivé à la fin de l'émission. J'espère que vous avez apprécié ce moment en notre compagnie. On se donne rendez-vous dès demain à 8h30 avec toute l'équipe du Bonjour d'Algérie. Merci, au revoir.